antenne de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les populations de Ouest Foire déterminées à empêcher la construction d'un édifice sur un espace public selon elles. Ces habitants interpellent l'État pour la conservation de ce terrain. Les pêcheurs de Guetnar voient le bout du tunnel 5 jours après les manifestations de la langue de Barbarie. Le processus de délivrance de licence de pêche a démarré. Les autorités mauritaniennes étaient dans la capitale du Nord. Flambée des prix de l'huile, le directeur de la Sonacos l'impute à l'introduction de l'huile importée qui est imposée sur le marché. Modou Diagne Fada soutient que l'État n'est en rien responsable. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la récurrence des cas de meurtre d'enfants installe la psychose, un phénomène décrypté par des acteurs de la cause de l'enfant. Certains prônent un suivi psychologique des auteurs de ces crimes. Un dossier à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les populations de Ouest Foire disent non à la construction d'un édifice sur une superficie qualifiée d'espace public. Elles demandent à l'État d'intervenir pour arrêter le chantier. Ces habitants ont fait face à la presse. C'était ce matin. Cher Diop, Tierno Laurent Mendy. Ce terrain de 207 mètres carrés en construction, source de litige. Nous sommes à Ouest Foire, un espace public en chantier. Ces populations demandent l'arrêt immédiat des travaux. On a toujours lutté contre ce site que Ahmed Fall veut occuper. Ahmed Fall fut être un locataire ici, en face. Quand il est venu ici, ses enfants jouaient avec nos enfants sur ce terrain. Il a dit qu'il a ses papiers. On ne peut pas attendre pendant 20 ans nos papiers pour la régularisation de nos maisons. Et l'État nous fait toujours attendre. Mais Ahmed Fall vient, en un an, on lui délivre tous les papiers. Bail, titre foncier et tout ça. Autorisation de construire. Mais l'autorisation, c'est 2018. Mais une autorisation, ça se renouvelle. Il parle d'un scandale foncier. Les habitants de ce quartier se disent plus que jamais déterminés. On veut savoir, bon, pour cette force ou bien cette fraude, d'où ça vient. Une personne ne nous intéresse. On ne veut pas qu'on ait une partie prise ou bien. On veut la vérité, la clarté des choses. Alors, ils interpellent les autorités pour une solution définitive. On ne veut pas vraiment que certaines choses se passent. Depuis le 31 décembre, on est en siège. Ils nous ont laissé des nervis, ils nous insultent, ils font ce qu'ils veulent. Dans le quartier. Donc, nous, on interpelle l'État. Un certain Mohamed Fall est pointé du doigt dans cette affaire. Joint au téléphone, il compte apporter des explications dans les jours à venir. Nous allons à Saint-Louis à présent. 5 jours après les manifestations de la langue de Barbarie, l'espoir commence à renaître au sein de la communauté des pêcheurs. Le processus de délivrance des licences de pêche a démarré et dès la semaine prochaine, les pêcheurs recevront leur licence après la signature des contrats avec les propriétaires. Les autorités mauritaniennes étaient à Saint-Louis. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abdoulaye Mbot, il est inspecteur départemental de la pêche. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. D'abord aujourd'hui et demain, on va faire l'inspection technique des pirogues. D'abord ça concerne d'abord, on vérifie d'abord les immatriculations des pirogues et les scellés. Si tout est normal, donc on lui délivre un petit mot. Et donc à partir de lundi ou mardi, la personne va passer au service pour récupérer ses licences. Maintenant au niveau du service aussi, en remettant les licences, on a prévu de mettre en place des fiches d'engagement. Des fiches d'engagement dans lesquelles on a énuméré l'ensemble des infractions, mais l'ensemble des recommandations, mais l'ensemble des mesures de pêche. Donc le pêcheur doit respecter. Donc on peut citer par exemple parmi ces mesures, par exemple que le pêcheur est obligé de débarquer sur les 2 sites qui sont autorisés. Donc le site qui est en face des cimetières et le site qui est au niveau de l'hydrobase. Ensuite le pêcheur doit toujours, avant d'aller en mer, chercher ce qu'on appelle un bon de sortie. Ça c'est obligatoire. Ensuite, le pêcheur ne doit pas oublier sa licence
en allant en mer. Donc d'abord la pirogue, il y a les plaques d'immatriculation qui sont tribord et bâbord. Il y a aussi le scellé qui est à l'intérieur de la pirogue. Parlons de toute autre chose à présent, avec l'Église catholique qui déplore la violence qui est érigée en mode de vie au Sénégal depuis un certain temps. Le directeur de l'enseignement catholique au diocèse de Thiès l'a dit, c'était à Diourbel lors d'une randonnée pédestre organisée par l'école catholique. L'abbé Pierre John, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Babacar Diouf. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire ce qui se passe ailleurs de grand, de beau, de digne, nous pouvons le vivre au Sénégal et nous l'avons toujours vécu. Ce qui se passe aussi de moins bon, de déplorable partout dans le monde, nous pouvons le vivre aussi au Sénégal. Et c'est pourquoi, quand je parle de promotion de valeurs, c'est un combat et c'est une lutte de tous les jours. Ça passe par les institutions éducatives comme l'école, mais ça passe aussi par les familles. Et c'est pourquoi j'ai appelé tout à l'heure les enfants à la mobilisation, aussi bien en famille que dans les établissements, pour combattre, contre la non-violence, pour le respect, la considération et pour promouvoir les valeurs sans lesquelles notre société ne saurait se développer. Justement, des cas de meurtre d'enfants ou de femmes de plus en plus fréquents au Sénégal, en fait, qui installe la psychose. Pourquoi tant de violence dans la société? Mamadou Wan, sociologue, décrypte les causes. François Raoul Latouf de la CONAF prône un suivi psychologique des auteurs de ces crimes. C'est un dossier signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Les colonnes des journaux, à travers les réseaux sociaux, des récits glaçants de tueries, des drames qui se succèdent et se ressemblent, les enfants et les femmes payent le plus lourd tribut. Depuis janvier à maintenant, il y a quelques cas que nous avons pu quand même recenser et qui ont été relatés aussi à travers la presse et qui ont été aussi documentés. C'est le cas du talibé de Thiès de 7 ans qui a été violé. C'est le cas de l'enfant de Mbour. C'est le cas de l'enfant de la Linguère. C'est le cas de l'enfant de Pikine de 30 mois qui a été violé. 43 cas de violence recensés par la CONAF au cours de l'année 2019. 14 meurtres sur des femmes entre janvier et novembre 2019. Il y a 43 cas qui ont été documentés et qui sont répartis dans les régions de Kaolack aujourd'hui, Diourbel, Dakar, Saint-Louis. Il y a eu ce qu'on appelle des enfants qui ont été battus à mort. Il y a des enfants qui ont été violentés. Il y a des enfants qui ont été violés. Des dérives qui trouvent origine dans la société sénégalaise. L'éducation dans la famille, c'est fait aussi à partir de modalités de discipline, de violence à travers le châtiment corporel ou les violences de type moral. Il y a aussi d'autres formes de violence, les discriminations sociales. La fragmentation du tissu familial, autre fait qui aggrave le mal. À l'époque, quand vous vivez dans la famille élargie, l'oncle, dans la société Wolof, le Nigaï, jouait un rôle extrêmement important. Les Badjen, les grands-parents, si on perd tout ça, ça veut dire qu'il y a des crises, il faut tout de suite apporter des solutions. C'est dans les premières minutes, etc. Mais vous n'avez pas ce médiateur qui est là et qui incarne une certaine valeur, mais celui ou celle qui doit le faire, si vous n'avez pas le temps d'éduquer vos enfants, vous êtes là pour courir et donner à vos enfants un repas. Donc déjà ça pose problème. Entre autres pistes recommandées, un suivi psychologique des auteurs de ces crimes au-delà des sanctions pénales. Quand quelqu'un viole un bébé de 30 mois, ça dit que la personne est malade. Maintenant, dans nos pays, le plus souvent, il n'y a personne pour faire le suivi de ces cas. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de psychologues pour faire ce travail-là. Or que les psychologues cliniciens ont un travail important à faire à ce niveau-là. Notre pays n'investit pas à ce niveau-là. Or qu'on a besoin d'investir pour pouvoir soigner ces personnes. Parce que c'est des personnes qui sont malades. Une société malade qui a besoin d'une thérapie de l'avis du sociologue. Pour Raoul Latouf, il faudrait plutôt renforcer les peines à l'encontre des auteurs de ces violences sur les enfants.
Aminata Barresso, autre aspect de l'actualité, le rapport de la Cour des comptes ne met pas à nu la bonne gouvernance au Sénégal. C'est la conviction de Maître Oumar Youm, le ministre des Infrastructures, précise que seule la justice peut détenir les fautifs. Il ajoute que ce dossier de la Cour des comptes n'est qu'un simple rapport. Maître Oumar Youm, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Un rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport qui évalue la mise en œuvre du budget. Et donc, ce n'est pas un rapport qui doit être considéré comme un rapport qui met à nu la bonne gouvernance du Sénégal. Je pense que très récemment, le MAEP a eu un événement ici au Sénégal qui montre que le Sénégal est parmi les pays où la gouvernance est exemplaire. Maintenant, le reste, il n'y a jamais d'œuvre humaine parfaite. Il faut toujours s'inscrire dans une dynamique de correction, d'amélioration. Et justement, des rapports comme ceux de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'OFNAC, c'est des rapports qui nous poussent à améliorer la gouvernance. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais pas le prendre comme des rapports qui chargent, qui condamnent. Parce que les rapports-là, c'est de simples rapports, encore une fois, on a l'habitude de le dire, qui préservent la présomption d'innocence. Il n'y a que la justice qui peut dire qui est responsable, qui n'est pas responsable. Pour l'instant, nous en sommes à un état de rapport. Considérons que c'est un rapport et le gouvernement de bonne foi examinera le rapport, l'exploitera et essayera de faire en sorte que ces recommandations issues de ces rapports soient mises en œuvre pour parfaire notre gouvernance. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est le plus important. Santé à présent, malgré tous les efforts consentis par les sages-femmes du district de Diamniadio, l'accouchement à domicile continue toujours d'être en casse-tête dans cette zone. Selon Pindaba, maîtresse sage-femme du district de Sébikotane, l'amicale ne ménagera aucun effort pour lutter contre cette pratique. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Le problème qui se pose, c'est que, comme on dit, il y a certaines zones où les postes sont un peu enclavés. Quand je prends le commune de Sébikotane, où je connais bien, on a deux quartiers où le quartier de Yeba et le quartier de Ndoyen, qui sont des quartiers un peu enclavés par rapport à la maternité. Quand le travail réveille la femme la nuit, elle a par exemple des problèmes pour avoir un véhicule pour venir au niveau de la maternité. Mais ce sont des choses qu'on a vraiment conscience et qu'on se bat tous les jours pour que ça diminue. Parce que si on prend les données, si on fait un recul de 5 ans par rapport à 2019, on voit que la chose a vraiment diminué. Parce que chaque fois, les gens se battent. On se réunit avec les acteurs communautaires pour faire un peu la cartographie des zones où on voit le plus d'accouchements à domicile, de voir quelles sont les solutions à faire. On fait des stratégies avancées au niveau de ces zones pour aller à l'encontre des populations, pour leur permettre de connaître par quelles voies et moyens ils doivent recourir pour avoir des soins de qualité et venir à la maternité tôt. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, flambée des prix de l'huile. L'État n'est pas fautif selon le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, soutient que cette augmentation est due à l'introduction de l'huile importée qui est imposée sur le marché. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Thierno Fall. Cette quantité minimum va nous permettre de maintenir les travailleurs. Mais cette quantité minimum aussi va nous permettre d'avoir un peu d'huile d'arachide à mettre sur le marché pour réguler les prix. Parce que comme vous avez dû le constater, il y a une certaine flambée des prix et je le dis et je le répète, le gouvernement n'en est pour rien du tout. Cette augmentation, c'est vraiment la SICO, sont les échos, non, la Sonacos n'a pas de graines, la Sonacos ne pourra pas produire d'huile, donc l'huile importée c'est imposé dans le marché et voilà, paf, c'est parti. Mais en tout cas, nous allons pouvoir disposer donc d'un peu d'huile d'arachide et nous allons le complément, nous allons l'importer à l'extérieur nous allons importer donc de l'huile brute pour pouvoir panacher, pour pouvoir blender et avoir différents formats d'huile pour véritablement faire baisser les prix d'huile. Parce qu'encore une fois, la Sonacos est une société citoyenne, est une société nationale et son rôle c'est de faire de telle sorte que les conditions de vie des Sénégalais s'améliorent et tout le monde sait que l'huile est une denrée importante.
Puis le gouverneur de Kaolack appelle les producteurs à respecter les contrats qui les lient aux opérateurs agréés pour la préservation des semences d'arachide. Il y va de la survie de la filière, indique Alioune Badarameng. C'était lors du forum sur l'arachide à Kaolack. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. L'arachide a encore de beaux jours devant nous. Et l'État du Sénégal l'a très bien compris. C'est la raison pour laquelle, malgré les difficultés liées à, il y a de cela quelques décennies, à la perturbation de cette production par la sécheresse, l'État a depuis donc mis en place un dispositif pour la reconstitution du capital semencier. Tout commence par là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure aux opérateurs, en tout cas aux producteurs, de respecter les contrats qui les lient avec les opérateurs qui ont été choisis pour la reconstitution du capital semencier. La première bataille à gagner, c'est à ce niveau. L'autre bataille à remporter aussi, c'est au niveau de l'équipement. L'État fait de son mieux. Chaque année, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'équipements légers, mais aussi des centaines et des centaines de tracteurs qui sont envoyés à nos producteurs pour vraiment les accompagner dans la production, de manière générale, mais dans la production arachidière de manière particulière. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide se réjouit de la dérogation que le gouvernement leur a accordée pour leur permettre d'évacuer le stock en place estimé à 30 000 tonnes. Pour un objectif de 475 000 tonnes, le collectif va pouvoir exporter 460 000. On voit tout cela dans cette correspondance signée Fally Gueye et Ibrahima Diamé. La mesure relative à la suspension des exportations de graines d'arachide n'a pas été aussi surprenante chez les exportateurs. Selon le président du collectif des exportateurs de graines d'arachide, COPEGA, cela a été fait de commun accord avec eux et que la préservation des semences va d'ailleurs de leur intérêt. Parce que chaque année, si vous vous rappelez, on procède à une suspension quand même de la campagne à un certain moment donné pour préserver les semences. Parce que cela va de notre intérêt, nos exportateurs et de tous les acteurs. Parce que s'il n'y a pas de semences, demain il n'y aura pas de production. C'est-à-dire qu'en commun accord avec le ministre de l'Agriculture, on a suspendu les exportations. Mieux encore, le gouvernement a joué à la souplesse pour leur permettre d'évacuer leur stock en instance. Il y avait quand même vraiment une congestion de conteneurs au niveau du port et que tout le monde ne pouvait pas acheminer les graines. C'est pour cela que les encours, on les a évalués, on les a identifiés aussi les acteurs qui ont ces encours et l'État a donné des dérogations à ces entreprises-là pour pouvoir évacuer ces graines-là. Du côté de la direction de la protection des végétaux, l'on se félicite de la qualité des graines exportées. Aucun rejet n'a été enregistré, ont-ils fait savoir, mais le manque d'organisation dans le secteur pose problème. Parce qu'en réalité, ça n'a pas du tout été facile pour les services techniques. Nous avons essayé de nous y adapter, mais je pense qu'il y a un important travail de fond à faire pour réorganiser en tout cas les opérateurs exportateurs. Pour un objectif de 475 000 tonnes, le COPEGA a pu collecter 460 000, soit un taux de plus de 80% jugé assez satisfaisant par les acteurs. Et puis cette rencontre entre le Conseil économique, social et environnemental et des jeunes entrepreneurs, la lutte contre le chômage et la promotion de l'employabilité des jeunes au menu des discussions dans le cadre de Djoko Accès. L'institution aborde pour la plupart des opportunités liées à l'emploi, une manière de participer aux millions d'emplois promis par le chef de l'État Macky Sall. Aminata Touré, la présidente de l'institution, que je vous propose d'écouter au micro de Mardien. Autant que vous, nous avons été préoccupés par la question de l'emploi. On dit toujours emploi pour ne pas dire chômage, pour insuffler justement plus d'optimisme. C'est pourquoi la quasi-totalité des avis aborde, entre autres problématiques, les opportunités liées à l'emploi chaque fois que nous abordons un thème pour voir quelles sont les niches d'emploi et de formation, quel que soit le thème, lorsque nous parlons d'environnement, lorsque nous parlons d'agriculture ou autre. La question de l'emploi est toujours un aspect que nous abordons.
C'est une manière pour l'institution de contribuer à l'ambitieux programme de création d'1 million d'emplois d'ici 2023 du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Action de nettoyage et de comptage des oiseaux marins, c'est ce à quoi le responsable de l'aire marine protégée de Ziguinchor s'est attelé le long de la route nationale numéro 4 et ils veulent ainsi faire face aux menaces qui pèsent sur les mangroves. Boubacar Diassi, Lamine Mandian y était pour nous. S'il y a une mangrove qui est particulièrement sale dans la région de Ziguinchor, c'est certainement celle qui longe la route nationale numéro 4 à l'entrée de la commune de Ziguinchor. La mangrove fait partie des écosystèmes les plus menacés actuellement. On a transformé la mangrove en une décharge sauvage d'ordures ménagères. Donc c'est un écosystème complexe, un écosystème qui demande une attention particulière parce que des études ont montré que c'est très sensible aux effets des changements climatiques. Cela a un effet néfaste sur le développement des poissons et donc des oiseaux marins. Il ne faudrait pas dire que c'est la mangrove, alors maintenant on va se permettre de jeter n'importe quoi. Il faut rendre la zone propre parce que cette zone-là nous sert. Elle est importante pour notre santé, surtout pour la santé des populations à Ziguinchor. C'est des espèces qui vivent ensemble, mais côte à côte. L'un permet à l'autre de mieux vivre. Je vous dirais que les oiseaux font partie de cet écosystème. Ils jouent un rôle très important. C'est quoi? Ces oiseaux nous permettent d'identifier l'état de santé des écosystèmes. Parce qu'il y a un rapport entre l'oiseau et la mangrove. Parce que la mangrove leur sert de zone d'habitat, mais en même temps, la mangrove leur sert de zone de nichoir, de reproduction. Il y a des oiseaux qui nichent comme les spatules, les pélicans gris, les grandes aigrettes et les aigrettes intermédiaires qui nichent au niveau de la mangrove. Mais aussi ces oiseaux se nourrissent des poissons et nous savons que les poissons se reproduisent au niveau de la mangrove. Donc quand les alevins vont quitter la mangrove, ils seront vraiment la nourriture pour ces oiseaux. Donc imaginez s'il n'y avait pas mangrove, s'il n'y avait pas vraiment du poisson. Donc ces oiseaux allaient avoir des difficultés pour se nourrir. Pour mettre fin à cette dégradation de l'écosystème, des associations environnementalistes et l'aire marine protégée de Niamone organisent cet investissement humain. Ça vient à son heure parce que aujourd'hui, nous, en tant qu'administration, c'est une activité que nous avons prévu d'exécuter sans l'appui de ses partenaires. Ces bénévoles ont invité les Ziguinchorois à ne plus déverser leurs déchets ménagers sur cette mangrove pour le bien de l'environnement et des humains. Et puis notre confrère Moussa Omar Gueye, correspondant du groupe Futur Média, élu à l'unanimité à la tête de la convention des journalistes reporters de la zone Est, Tamba, Kédougou. L'AG extraordinaire a été présidé par des membres du bureau national. Sa réaction au micro d'Amadou Diédio. Ce qui est important, ce n'est pas de trébucher, de tomber, nécessaire de se relever. Nous savons tous où se situe le problème. Donc, ensemble, nous allons relever le défi et nous y croyons fermement. Et par conséquent, je tends la main à tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Vous l'avez fait pour vous-même, vous l'avez fait pour moi et je vous en remercie. Je tâcherai à être à la hauteur de vos attentes, de vos ambitions, mais également, je demanderai à tout un chacun de s'y mettre parce que l'intérêt est général. Si on parle de formation, moi, j'ai été licencié à cause de la formation, donc je crois à la formation. J'ai fait 12 ans d'expérience dans un organe de presse. Au moment où j'ai bénéficié d'une formation en 2007, il m'a été difficile de quitter Richard Toll Podor pour aller suivre une formation. En 2012, quand j'ai eu l'occasion d'avoir une autre bourse du fonds d'appui, donc j'ai eu à abandonner un contrat de durée indéterminée, un correspondant permanent, j'ai lâché tout ceci pour aller me faire former, donc je crois à la formation. Donc, vous, confrères qui ne sont pas encore formés, je vais vous exhorter à aller subir une formation, je vais vous accompagner. Je ferai de mon mieux. Il faudra faire de telle sorte qu'il y ait un siège fonctionnel. Nous sommes là, nous sommes debout. Chaque fois on est sur le terrain, on a des partenaires, on a des affinités un peu partout. Donc il n'est pas impossible de relever le défi à Tambacounda.
Et puis notre confrère Pafaraning également distingué meilleur journaliste de la banlieue, une distinction décernée par Picard Evans qui en est à sa 2e édition. D'autres célébrités ont été récompensées par cette structure. La rédaction lui souhaite d'autres distinctions et félicitations également à vous, Pafaraning. La page des sports fermée depuis plusieurs années à cause de son état de délabrement avancé. Les travaux du stade de Maître Babacar Seye de Saint-Louis vont démarrer au mois de mars prochain. Le ministre Matarba a fait cette annonce lors de la finale de la Coupe du Maire de Saint-Louis. Ousseynou Diop, Habib Seck. Fermé depuis août 2015, le stade de Maître Babacar Seye en ruine depuis presque 5 ans sera entièrement reconstruit. La pose de la première pierre aura lieu au mois de mars prochain. Annonce faite par le ministre des Sports Matarba, qui était l'invité d'honneur de la finale de la Coupe du Maire de Saint-Louis. Je disais à Mansour tout à l'heure, en tant que maire de Saint-Louis, qu'il faut qu'on s'accorde sur une date d'ici la fin du mois de mars pour démarrer effectivement les travaux de réfection et de réhabilitation du stade Maître Babacar Seye. Ce qui a été inscrit dans le budget de cette année. Une attente qui a assez duré pour les sportifs saint-louisiens. La ville est confrontée à un problème d'infrastructure sportive avec un seul stade fonctionnel. Je suis sûr qu'avant fin mars, vous verrez que les travaux vont effectivement démarrer pour permettre à Saint-Louis de disposer de 2 belles infrastructures sportives. Ce sera effectivement un investissement énorme de plus d'une dizaine de milliards pour une reprise en charge complète du stade Maître Babacar Seye qui est un lieu mythique du football sénégalais. Pour l'édile de Saint-Louis, la construction du stade Maître Babacar Seye sera un ouf de soulagement. Le souci premier du monde sportif concerne le stade Maître Babacar Seye. Depuis longtemps, le budget a été validé et bouclé. Aujourd'hui, il est question de démarrage des travaux. Et nous allons nous organiser, vous avez suivi, monsieur le ministre, pour que la pose de la première pierre pour la reconstruction du stade Maître Babacar Seye soit effective avant la fin du mois de mars. La finale de la Coupe du Maire est remportée par l'ASC Santos qui a battu Bango sur le score de 1-0. Avant de boucler cette édition, championnat d'Afrique de karaté, les Lions du Sénégal, champion d'Afrique en comité. C'était à Tanger. Ils conservent ainsi leur titre de champion d'Afrique. Chez les hommes, le Sénégal décroche la médaille de bronze. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.